Bonjour Rita, Canal Français, test, 1, 2, 3, test, test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3. Je ne sais pas si tu m'entends. J'y suis sur le canal FR. Bon, bah là, j'y suis. Canal Français, test, Canal Français, test, Canal Français, test. Bonjour Arthur, c'est le test du micro. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça monte? Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this conversation. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur cette réunion de table rouge sur la mobilisation de l'épargne pour financer des projets d'énergie verte, d'énergie propre. Je suis le directeur de l'énergie et des solutions financières, des politiques pour la Banque de développement africaine et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous des panélistes remarquables pour s'engager dans cette conversation. Tout d'abord, à ma droite, Bibek Mittal, qui est président de l'Association des développeurs d'infrastructures d'Afrique. Applaudissements. Ensuite, Press Kenavan, qui est directeur du marché carbone, du mécanisme de marché carbone. Et nous avons Chinua Azubike, qui est président de InfoCredit. Et enfin, Tarie Badegashi Ouzé, qui est directrice d'un fonds d'infrastructure, de Harrods Fonds d'infrastructure. Merci beaucoup pour votre présence et merci au directeur du Fonds d'investissement pour le climat. Je vois que la taille de notre portefeuille va passer, va être multipliée, on va atteindre 10 milliards maintenant. Bon, enfin, blague à part. Je vais faire une rapide présentation pour expliquer le problème qu'on essaye de résoudre. Et nous avons des solutions qui sont mises en place par toutes nos institutions ici et nos praticiens sont très expérimentés. Ils vont nous partager leurs expériences de structures innovantes, de solutions locales, de devises locales, et nous allons discuter des différentes idées, parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire en Afrique avant de pouvoir financer nos infrastructures dans la devise locale. Comme pour la plupart des économies développées et des marchés émergents, donc qui le font dans leur devise nationale, donc locale. Je vais faire cette présentation, j'ai juste quelques diapos à vous montrer. Et ensuite, nous allons lancer une conversation très intéressante. Donc, quel est le problème que nous essayons de résoudre ici? Dans le secteur de l'énergie, nous avons beaucoup de talents. Nous avons un gros défi, 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'accès à l'électricité, près d'1 milliard qui n'ont pas d'accès à l'eau potable et des investissements énormes nécessaires en Afrique pour réussir les objectifs en matière d'électricité. Et l'Afrique actuellement représente seulement 3% de l'investissement mondial dans l'énergie et 2% des investissements dans l'énergie propre. Donc, la réponse à ce défi nécessite une combinaison de financement et de ressources.
Et les institutions de développement MDB jouent leur rôle, mais ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan sur les besoins pour au niveau des investisseurs. Les investisseurs internationaux veulent jouer leur rôle, certains sont déjà impliqués, mais il faut que l'environnement leur soit favorable. Mais surtout, c'est une question d'implication d'écosystèmes et d'implication des investisseurs locaux. C'est ça qui va nous faire progresser parce que si les locaux n'investissent pas dans leur propre marché, leur propre avenir, leur propre marché d'énergie, c'est très difficile de s'attendre à ce que les étrangers le fassent. Donc, nous devons multiplier le niveau d'investissement disponible et la manière durable de le faire, c'est de ne pas rester sur des devises étrangères parce qu'il y a les taux de change, on voit des différences, des difficultés au Nigeria, nos amis du Nigeria le savent. Imaginez vous emprunter en dollars sur 25 ans au Nigeria. Tous les 5 ans, le montant de votre prêt double ou quadruple. C'est pas durable, c'est pas possible. Si vous financez des infrastructures, vous pouvez pas toujours retransmettre ça au consommateur. Vous pouvez pas toujours répercuter sur le consommateur. Donc, faut trouver une solution. La devise locale. Quels sont les problèmes en Afrique? L'état macroéconomique, bien sûr, a un rôle très important à jouer. Les gouvernements ont des dettes, ont du mal à payer les salaires. Donc, vous avez de l'inflation. Le gouvernement émet plus d'argent et les taux d'intérêt sont très élevés et vous empruntez avec des taux d'intérêt à 2 chiffres et les taux d'intérêt composés à long terme vont tuer votre projet. Le manque de marché financier, dans beaucoup de pays, on n'a pas d'économie, on n'a pas suffisamment d'agrégation de l'épargne locale pour financer les projets. Donc, comment faire en sorte de pouvoir financer les projets? Il y a, par exemple, au Japon, il y a beaucoup d'épargne, mais la plupart de l'épargne est locale et sert à financer des projets, des projets au Japon. Et les Japonais, pour rebâtir leur pays, ils sont déterminés à investir dans leur propre pays, à agréger leur épargne. Donc la question, c'est de promouvoir par nos politiques. Pourquoi est-ce que par nos politiques en Afrique, nous promouvons la fuite des capitaux? Et les gens, dès qu'ils ont de l'argent, ils veulent ils veulent le changer en dollars. Donc le profil de risque, en fait, on n'a pas assez de capitaux patients. Maintenant, il y a beaucoup de discussions donc sur un financement plus mixte. Il s'agit de changer l'architecture financière, mais ça n'est qu'une goutte d'eau parce que la finance mixte a une très bonne intention, mais tous les donateurs ont leurs propres problèmes. Ils ne vont pas continuer à faire de la finance mixte parce que la finance mixte, vous obtenez des subventions des donateurs et l'argent n'est pas inépuisable. Tous les pays ont leurs difficultés. Ils n'ont pas des ressources inépuisables. Donc, en fait, il y a l'expertise locale. Et même là où vous avez l'épargne, pour faire en sorte que l'épargne se transforme en investissement dans l'infrastructure, ce n'est pas forcément facile à faire. Et donc, c'est pour ça que souvent les gens nous demandent pourquoi il n'y a pas d'investissement dans l'infrastructure. Il n'y a pas de produit d'investissement dans l'infrastructure. Donc, les gens ont besoin de liquidité et c'est difficile d'investir à très long terme. Et les gens ont besoin de protection. Et dans le domaine de l'environnement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Si on regarde toutes ces choses, on en déduit
voilà la bonne diapo. J'affiche la bonne diapo à l'écran. En fait, ce qu'on en conclut, c'est que il y a des indicateurs clés qui définissent la volonté d'un pays à déployer des finances locales à la bonne échelle, bien sûr. Bien sûr, il faut une croissance du PIB. Et parfois, vous prenez des prêts en devise pour financer vos projets, mais vous avez aussi des projets dans la devise locale. Notre collègue va en parler. Et ce qu'il y a il y a la capitalisation du marché du marché local, de la bourse locale. La capitalisation marché et la taille des émissions d'obligations. Et quand vous voyez cette diapo, en termes de taille, le plus gros marché le boursier en Afrique est à gauche sur le graphique, là, de l'écran, jusqu'au dernier. Vous les voyez tous à l'écran. Et l'Afrique du Sud est loin devant les autres, mais vous avez aussi le Maroc, l'île Maurice, le Nigeria, le Botswana, la Tanzanie. Ces marchés, vous voyez que ces pays ne sont pas tous en devise locale. À l'île Maurice, ils font beaucoup de travail en devise locale et donc avec le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria est là, est en haut et donc je dis souvent, voyons les options en devise locale. Si vous gagnez des devises locales, si vous êtes une association du Nigeria en LNG, vous gagnez des dollars, on vous finance facilement. Mais si vous avez un marché local, c'est difficile de trouver des solutions dans la devise locale. Et il y a d'autres, donc c'est le cas pour beaucoup de pays que nous voyons. Donc, voici la dernière diapo. C'est l'avant-dernière diapo. Ici, nous voyons des indicateurs et tout en bas, il y a l'Afrique du Sud. Et c'est là où on veut se trouver. Donc, c'est le but à atteindre. Donc, par exemple, la capitalisation boursière, vous voyez un peu des données anciennes, 300% du PIB. La taille des actifs bancaires, euh, vous voyez les données sur ce tableau. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains pays qui peuvent à certains points commencer à faire des transactions dans leur devise locale. L'Égypte, le Maroc, la Tunisie. Quelles sont les politiques? Quelles sont les mesures de politique qu'on a besoin de mettre en place pour encourager davantage de cela? Nous voulons vous parler de quelques réussites. La Banque de développement africaine, là où on est impliqué dans le soutien au financement, aux fonds du Nigeria, qui est géré par Chapel Hill, qui est un fonds d'infrastructure en devise locale. Et donc, nous pouvons générer des liquidités et les fonds de pension peuvent arriver. Et il y a eu la possibilité de distribuer ensuite aux investisseurs les besoins. Donc, ça a été assez réussi. Et ils ont eu la possibilité avec ce projet de revenir au marché. Donc, InfoCredit, qui prévoit une notation des titres, parce que les fonds de pension, eux, doivent, quand ils investissent, ils doivent avoir des outils qui sont notés et qui sont bien notés pour pouvoir y investir. Donc, ici, il y a cette citation sur laquelle aucun pays ne s'est développé sur l'épargne des autres pays. Les pays d'Afrique doivent
renforcer leur épargne locale et leurs ressources d'une manière qui leur permette de se baser sur des ressources mises en commun pour lever les financements pour l'infrastructure énergétique dont ils ont besoin. Et on a besoin donc d'une transformation du paradigme du financement des projets en Afrique. Citation très importante, donc. J'aurais aimé que c'est moi-même qui l'ai. Je me cite moi-même. Donc, c'est moi-même en 2023, cette citation. Donc, souvenez-vous-en. Merci. Merci, merci pour vos applaudissements. Parce que la définition de la folie, c'est de faire la même chose encore et s'attendre à des résultats différents. Et c'est ce qu'on fait en Afrique. Donc, on a besoin de changer de paradigme. Mais il y a une idée avec laquelle je souhaite vous laisser, c'est que notre panel peut aussi apporter des commentaires parce que nous parlons là de changement de l'architecture financière mondiale. Donc, les idées doivent être radicales. On est là pour échanger des idées radicales. Donc, nous avons décidé d'utiliser ces idées et d'avoir une coalition de volontaires pour nous aider à faire avancer ces idées. Nous devons faire du lobbying auprès de notre président. L'idée est la suivante. L'idée, c'est que les pays d'Afrique doivent cesser d'emprunter en dollars. Ils devraient emprunter dans une autre devise qu'on va appeler l'unité de compte. Pour que ça puisse avoir lieu, il faut créer une banque des règlements africains. Et ce que nous disons, c'est que les pays africains, pour pouvoir obtenir leurs ressources, notamment, doivent avoir 25% de leurs réserves prouvées à la Banque des règlements africains. Et actuellement, les pays africains qui ont de l'or, du cuivre et ainsi de suite, ils s'adressent à des entreprises privées extérieures et ils ne mettent pas en commun leurs ressources. Mais si vous créez une banque, vous pouvez avoir la plus grande banque de produits, de marchandises au monde et de matières premières au monde. Et ces matières premières, par la Banque des règlements africains, pourra aussi financer d'autres projets. Et donc, vous aurez une unité de compte qui vous permettra, en tant que pays, d'emprunter. Vous pourrez emprunter des unités de compte et si vous avez besoin de règlements dollars, la Banque des règlements africains paiera à partir de... Donc, on peut avoir un accord mathématique un peu arithmétique complexe, mais si vous ne devez vous souvenir que de cela, de ce que j'ai dit, c'est que il faut créer une banque africaine de règlement et arrêter d'emprunter en dollars. Il faut emprunter en unité de compte. Quand vous empruntez en unité de compte, la Banque de règlement africain vous donne des dollars et ensuite vous remboursez dans votre devise locale. Et donc, ça va permettre de faire en sorte que tout le monde soit en bonne position et on peut le faire avec un taux de change fixe. Et ça a déjà été fait, c'est pas nouveau, ça a déjà été fait. Par le passé, il y a eu le standard or. Et comment ça a fonctionné pour le commerce? Eh bien, c'est que les devises de différents pays étaient soutenues par de l'or physique qui était détenu par les banques centrales. Et il y avait une banque des règlements internationaux qui existe encore, qui est en Suisse, et qui faisait tous les règlements jusqu'à ce qu'on ait abandonné, que Nixon ait abandonné le standard or. Donc en fait, voilà cette présentation. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué et nous allons maintenant passer à la discussion sur ce sujet. La discussion va être divisée en deux aspects. Tout d'abord, les mesures intérim. So we will get some examples of that from
from Tarier, from Chinua. We'll get an insight from Donc, nous allons avoir des informations de ces expériences. Et ensuite, Chris a des expériences d'Amérique latine et des expériences dans des institutions comme Goldman Sachs, des institutions financières. Donc, nous allons commencer par Farid, je vous donne la parole. Vous pouvez nous parler de l'approche innovante que vous adoptez avec votre fonds et comment vous faites un mélange entre devises locales et dollars. Vous m'entendez bien? Bien sûr. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante que je puisse être ici. Je dirige une association et beaucoup de fonds arrivent de devises nigériennes, mais aussi en dollars. Et je remercie aussi le support de la Banque africaine. Une des clés que nous avons eues pendant des années, c'est quel est le lien entre les fonds domestiques et les fonds internationaux. Et les fonds les plus réussis, c'est les fonds climatiques et les fonds d'énergie. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a toujours un besoin pour le dollar et de la devise locale, mais on a besoin de plus de devises locales. La question est de savoir comment et de quelle durée ces dollars sont exposés. Nous finançons 23 unités avec des dollars, surtout dans la phase précoce des projets, mais après, on peut vendre des assets et les réinvestir. Donc, nous investissons dans les dollars aussi pour partager des montants ou pour des prêts. Et plus tard, mais on a diminué l'exposition à des dollars pour avoir plus de devises locales. Alors maintenant, il y a aussi d'autres interventions. Je sais que Tinoa va en parler plus. C'est que de mettre encore plus de capital dans la phase de développement et de construction. Mais il y a aussi un risque avec les dollars. Donc, nous avons besoin d'un recyclage des actifs et pour qu'on puisse garder cette durabilité et d'investir en devises locales. En même temps, nous avons besoin d'avoir plus de capital domestique dans les segments à haut risque. Il y a un écosystème pour l'infrastructure, il y a l'équité, il y a les risques, il y a des différentes parties où chacun doit jouer son rôle avec ses actifs, ses instruments. Donc, par exemple, dans l'équité, on voudra avoir plus de capital local, mais ça demande aussi des paiements en dollars. Alors, une des parties où on a beaucoup travaillé avec des capitales locales, c'est les agrégateurs d'énergie. Il y a un programme d'assistance technique et il y a des fonds de pension domestiques pour le financement. Et en fait, on veut créer des liquidités, mais en fait, on doit nous confirmer à la régulation parce que les fonds de pension sont beaucoup plus aptes à financer ces genres de choses et je pense que les fonds africains ont prouvé
qu'on est moins confortable avec l'équité privée. Et donc, on doit trouver des différentes formes aussi de financement. Il y avait un véhicule d'infrastructure listé, par exemple, comment on peut changer le capital en dette. Si on regarde les portfolios africains, on doit nous apercevoir, c'est que c'est une possibilité verte. Et dans une économie développée, vous pouvez acheter des infrastructures, on peut ajouter des valeurs. Mais là, nous n'avons pas ces genres de choses. Nous devons deviner, nous devons créer des solutions pour nous remettre sur cette voie. C'est fantastique. Merci beaucoup, Taria. Donc, ce que vous avez dit, c'est que si nous devons éliminer des dollars ou si vous utilisez des dollars, on doit les utiliser de manière stratégique. Si vous voulez acheter quelque chose, vous pouvez convertir votre devise locale en dollars et peut-être vous prenez une exposition d'un an au maximum si vous devez. Mais cette idée que vous prenez la devise locale et qui sera exposée pour une vingtaine d'années, tout ça, c'est sur le développement et sur le recyclage des devises. Vous construisez quelque chose, après, vous vendez, vous recyclez. Vous avez aussi parlé de la privatisation. Quand on a fait la privatisation au Nigeria, 2,4 millions de dollars ont été investis, mais beaucoup sont venus des investisseurs locaux qui ont emprunté cette somme d'argent. Et après, vous avez parlé aussi de l'initiative que vous faites sur l'agrégation. Si vous faites quelque chose avec l'entreprise, vous créez des actifs que la compagnie peut investir. Donc, c'est très important que vous avez l'équité aussi par rapport aux dettes. Donc, on a des institutions de crédit qui sont prêtes au développement. Merci, Taria. Et nous passons à Chinois. Si vous voulez présenter le cheminement d'infracrédit, comment vous êtes innovateur. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être ici et merci de m'avoir invité à ce panel. Parfois, je pense que comme on a déjà inclus dans l'étape de conception, à l'époque, le problème qui s'est présenté, c'est que comment on peut fournir des investissements pour des compagnies, pour des entreprises et pour leur permettre d'avoir accès à des devises à long terme issues des fonds de pension. À l'époque, j'ai travaillé avec la banque où actuellement on a 17 trillionnaires d'investisseurs et ça augmente encore 15% chaque année. Donc, on a beaucoup plus d'investisseurs qui investissent dans les partis locaux et
on a dû les faire voir beaucoup plus crédibles. Et quand l'infracrédit a été établi, alors on a investi 25 millions de dollars et l'objectif consistait à avoir des devises locales et de leur donner des garanties pour les projets afin qu'ils puissent emprunter des obligations à long terme. Et ça a commencé en 2017. On a garanti le projet. Ils ont eu 10 ans de financement du marché des capitaux. C'était la première fois où ça s'est arrêté. Ça s'est arrivé et je pense que par garantir les projets dans plusieurs secteurs comme télécom, et maintenant on le fait pour 15-20 ans. Et tout ça, c'est financé par des fonds locaux de financement. La possibilité à travers l'Afrique, c'est que nous avons un marché de capitaux, nous avons des épargnes et de l'autre côté, par contre, nous avons des projets qui ont un déficit dans le financement et qui ont besoin des crédits. Donc, vous voyez que l'Afrique paye un des plus hauts premiums dans le monde et nous avons un des plus bas risques continentaux. Je pense que c'est encore plus bas qu'en Amérique latine et ça c'est en dollars. Donc, si vous regardez en devise locale, surtout quand il s'agit des projets de structure mondiale, il n'y a pas de perte de portfolio, pratiquement pas. Et il y a autour de 60 infraprojets et c'est un actif classique. Donc, nous avons vu la perception des risques et aussi les fonds de pension locales. Et on a vu que l'important, c'est de donner une garantie pour les projets. La deuxième fois où le fonds de pension est arrivé sur le marché, ils ont reçu la garantie. Donc, ça montre que c'est quelque chose de, de haute importance. Nous avons démontré le potentiel et les finances de climat, les projets climatiques nécessitent de différents types de financement. Ce n'est pas uniquement l'équité, il y a aussi des projets avec des dettes. Donc, on a aussi des processus de due diligence et le développement des projets est capital parce que ce n'est pas uniquement sur le capital, mais aussi c'est sur la qualité du projet. Et si on regarde l'écosystème d'une manière, est-ce que les institutions sont là pour jouer un rôle clé sur ce marché et le capital doit être investi dans le développement des projets, alors ça peut être connecté à l'équité et au financement à long terme. Et quand le marché et les acteurs du marché local travaillent ensemble dans une synergie, alors le problème qu'on voit, c'est que c'est un problème de perception. On, et on doit se parler
encore plus. On doit établir la confiance. Donc, c'est ce qui se passe actuellement chez nous. Avec nos partenaires, on a aussi un partage de risques avec des garanties, des garanties pour s'entraider, par exemple, avec l'assurance d'Afrique. Donc, la question, savoir, c'est que déjà, on doit prêter, mais on doit partager aussi les risques. On ne doit pas mettre en risque tous les capitaux. On a le soft capital, on a la mobilisation des capitaux. Donc, on offre 20 billions de dollars pour les risques. Donc, il y a beaucoup de travail. Donc, si on doit mobiliser une grande somme d'argent et en tout, il y a vraiment une voie à suivre et c'est prouvé qu'au sein de l'Afrique, on peut profiter de nos ressources. On doit construire des écosystèmes qui créent des classes d'actifs. On doit échanger sur nos connaissances et on peut vraiment voir les bons résultats. Par exemple, en Nairobi, j'espère que ce modèle va se répandre partout dans notre continent. On est prêt à partager nos savoirs. Already, and how can we share that knowledge, and how Donc, can we comment est-ce que nous pouvons répliquer cela, partager nos connaissances et répliquer ça sur d'autres marchés? On ne va pas réinventer la roue. Donc, d'après ce que vous nous avez dit, en 2015, avant l'existence d'infracrédit, les fonds de pension ne prêtaient pas aux infrastructures pour les infrastructures. Et maintenant, ils ont commencé il y a 10 ans. Et les banques au Nigeria ne veulent pas prêter pour plus de 5 ans, 7 ans. Donc, au-delà de 7 ans, ça devient difficile parce qu'il y a des provisions. Donc, il y a vraiment un grand écart ici. Et l'autre chose à prendre en compte aussi, c'est le développement de projets. Le niveau, les capitaux, on en a besoin aussi. Donc, le rôle de catalyste, vous pouvez donner des garanties et les investisseurs comprennent le secteur. Donc, en fait, pour le deuxième, ils n'ont pas demandé de garantie parce qu'ils comprenaient. Quand ils ont les investisseurs qui comprennent le marché, qui ont déjà prêté, ça s'est bien passé, ils demandent moins de garantie pour le deuxième. Donc, il faut mettre les gens à l'aise, en fait, et les mettre en confiance. Donc, ce que Chinoa nous a dit, c'est qu'il y a une étude de cas sur l'infracrédit. Je sais que on avait des marchés, des cas, des marchés développés. Et les gens retournaient dans leur pays, on se disait, mais pourquoi nous, on n'a pas nos propres études de cas de nos pays et que des études de cas qui viennent des pays développés. Mais en fait, on a besoin de succès, de vos succès pour faire des leçons pour les marchés africains et pour les investisseurs africains. Donc, merci beaucoup. Chinook, merci beaucoup. Chris, vous avez entendu parler de ce que Chinoa nous a dit, de ce que nos interlocuteurs avant ont dit. Selon votre expérience sur les marchés en Amérique latine, est-ce que vous pouvez nous apporter des commentaires et nous dire comment vous voyez les choses, ce paysage pour les devises locales, pour les dollars? Qu'est-ce que nos gouvernements doivent faire? Est-ce qu'on fait du mixte? Qu'est-ce qu'on peut faire localement? Qu'est-ce qu'on peut lever comme fonds localement ou alors auprès des investisseurs internationaux? Je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. J'invite, quand j'écoute ces conversations de mon expérience
est plus basé sur l'Amérique latine, qui est là où j'ai travaillé en tant que banquier pendant longtemps. Et ce genre de conversation, on les avait il y a 20 ans en Amérique latine. Et le dilemme n'est le même. Le dilemme est le même, c'est-à-dire que si vous voulez lever des capitaux pour des projets à long terme comme l'infrastructure, donc là on parle d'énergie renouvelable dans la plus grande partie, au moins à la COP, soit vous empruntez à long terme, mais ça c'est en dollars, ou autre devise solide. Et dans ce cas, vous devez prendre le risque, ou alors, ou alors vous empruntez en devise locale, mais pour très peu de temps. Et la plupart des économistes vous diront, ben, pour le résoudre, vous mobilisez des ressources domestiques, des fonds de pension, une réforme des fonds de pension, l'épargne de l'État, l'épargne en général, mais tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps de développer la mobilisation de ces ressources en épargne. Et ces ressources en épargne, souvent, elles sont réinvesties de manière très stricte, ce qui exclut l'investissement dans les infrastructures locales parce que souvent, il y a un sentiment qu'un fonds de pension doit maintenir les plus hauts taux de crédit. Donc, en fait, souvent, c'est investi dans des bons du Trésor américain et c'est pas l'usage le plus productif de ces capitaux locaux. Il y a eu des expérimentations extrêmes en Amérique latine qui consistaient à tout simplement à tout passer au dollar. L'Argentine, pendant les années 90, l'a fait, l'Équateur, l'Argentine, peut-être encore aujourd'hui. Et ça n'a pas été durable sur le long terme, ça n'a rien donné de bon. L'idée est bonne, c'est-à-dire que vous dire, bah, on fait une économie en dollars. On va se dire que tout du côté des actifs, on va avoir la même devise du côté de l'actif et du passif, et donc il n'y a plus cet écart entre les deux, mais ça devient très dur à gérer parce que la dollarisation vous bouffe votre compétitivité. Et donc, je me retrouve dans ce panel, je pense, pour présenter une nouvelle unité de compte qui n'est pas une devise. Donc, il n'y a pas de devise qui est associée à ces unités de compte. Ce sont des index, des unités de compte qui sont ajustées pour l'inflation et la Banque centrale les maintient. Et parce qu'elles sont ajustées pour l'inflation, leur taux de change bouge très lentement, mais il y a une dépréciation lente à long terme pour ne permettre à l'économie de ne pas permettre de perdre en compétitivité. Depuis, il y a eu un cas au Chili, au Mexique, en 95. Il y en a eu d'autres. Il y a eu plusieurs tentatives au Chili et au Mexique pour essayer de résoudre ce dilemme, qui est de ne pas aller jusqu'à passer au dollar, parce que ça, c'est intenable à l'avenir, mais plutôt de traiter ce dilemme qui est que la seule chose disponible à long terme, dans les capitaux à long terme, doit être dénominée en devise dure, en devise solide. Donc l'exposition à l'inflation est moindre. Le titre maintient sa valeur à long terme et ça peut être utilisé comme un financement. Donc, ces expérimentations, il n'y en a aucune qui n'est simple. Mais le manque de solutions n'est pas simple non plus. Donc, ça vaut le coup de le prendre en compte. La Banque mondiale a joué un rôle important pour le faire au Mexique, par exemple, en émettant en devise locale, en créant des classes d'actifs, des familiarités. Donc, il y a plusieurs techniques et instruments qui peuvent être introduits et plusieurs manières de gérer le taux de change qui peut être intégré. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Chris. Vous avez parlé de choses très importantes. Il y a ce dilemme entre soit un écart ou soit un écart entre les devises, soit un écart dans la durée du prêt. Donc, il faut prendre le moindre des deux mots. On reconnaît que
ça prend du temps pour mobiliser les économies, l'épargne locale, et c'est du travail dur que les gouvernements doivent faire. Et en Afrique, on a 54 pays, et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de petits pays. Donc, en fait, chaque pays n'a pas suffisamment d'économies. Et donc, pour emprunter en dollars, il leur faut des réserves externes. Et beaucoup de ces pays ne vendent pas suffisamment à l'extérieur pour avoir des réserves extérieures. Donc, en fait, ce qu'on répète, c'est pourquoi on ne mettrait pas en commun notre épargne continentale. Bien sûr, il y a des implications politiques. Mais ça a déjà été, il y a déjà eu des tentatives d'avoir une banque centrale commune avec des réserves communes, mais il y a des problèmes de compétitivité, vous l'avez dit. Ce que je dis à mes collègues francophones, c'est qu'on ne peut pas établir une banque centrale d'Afrique centrale aujourd'hui parce que ça favorise les entreprises françaises qui peuvent vendre sur ces marchés. Et si vous voulez faire de la production sur ces marchés, ça les avantage. Donc en fait, ça donne des avantages aux concurrents et c'est plus cher parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Donc en fait, ce que vous dites, c'est très important. La dollarisation n'est pas la réponse. Le Zimbabwe est plus ou moins dollarisé. Ils ont essayé, mais si je dollarise et que je n'échange pas en dollars, je dois réagir à la à la fluctuation du dollar. Et donc, les gouvernements peuvent faire de l'inflation sur leur dette aussi. Et là, je suis étonné que le gouvernement ghanéen ait demandé aux investisseurs de prendre une perte sur les obligations locales parce que les gouvernements, ce qu'ils font, c'est ils font de l'inflation pour atténuer leur dette. Et en fait, la dollarisation n'est pas la réponse. Et vous avez parlé de cas intéressants au Mexique, au Chili, où on utilise ces unités de compte qui ne sont pas des devises. Donc en fait, au Brésil, ils continuent à vivre au réel au quotidien, mais s'ils veulent emprunter, ils empruntent en unités de compte qui sont ancrées par la Banque centrale. C'est une expérience intéressante et il faut qu'on apprenne de cela. Donc merci beaucoup pour votre contribution. Je pense qu'il ne faut pas réinventer la roue, il faut bien apprendre de ce qu'ont fait les autres. Donc après la crise de 1997, beaucoup de pays asiatiques ont fait beaucoup d'efforts pour réformer leurs marchés locaux des capitaux et ils ont réussi à emprunter en devises locales. Donc il y a, euh, notamment avec des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, euh, ces pays qui ont aussi eu de la croissance du PIB et donc ça les a, et qui ont été des exportateurs, ça les a aidés quand même à le faire. Alors, maintenant, je m'adresse à la personne suivante. Vous avez parlé vous avez travaillé sur l'Inde. Vous avez fait l'un des premiers, vous avez fait les travaux en Inde. Vous avez vu le passage à la devise locale et vous essayez de soutenir maintenant les développeurs locaux en Afrique. Et donc, les développeurs locaux sont plus susceptibles d'utiliser la devise locale parce qu'ils n'ont peut-être pas les réseaux euh, pour accéder aux devises comme le dollar. Et donc, avec votre expérience en Inde, comment est-ce que nous pouvons essayer d'améliorer les choses pour aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, merci. Beaucoup de choses ont été dites. J'ai pas grand-chose à ajouter, mais je voulais vous parler de faire les choses dans les temps, d'avoir la répétition, la réplication qui permet de mettre au niveau les activités, d'atteindre le niveau d'action. J'ai une association pour le développement en Afrique et c'est une association à but non lucratif, mais on a des fonds des développeurs à but lucratif, des cabinets juridiques à but lucratif dans nos réseaux. Et mon collègue est ici. Je voudrais qu'elle garde un siège chez nous quand elle va passer à CIF.
Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce qu'on peut être utile et efficace pour nos membres. L'une des questions, c'est que les projets sont trop longs. Ça met trop de temps. Avant de voir ça en détail, quelle est la règle de la dette locale? Il y a une distinction dans l'atténuation des risques entre l'élimination des risques et l'allocation des risques et l'élimination des risques. Quand vous achetez un hedge fund ou une couverture ou un contrat à prix fixe ou ainsi de suite, quand on a cette allocation des risques, vous payez vous payez pour que le risque disparaisse. La devise locale, c'est un éliminateur du risque. Ça retire ce risque. Et c'est différent. Les gens qui possèdent l'infrastructure, c'est une forte incitation, mais il y a un status quo déjà, un statu quo sur la manière dont les gens, en fait, sont prêts à payer plus cher et accepter de payer plus cher dans tous les niveaux de la transaction parce que il y a une dynamique de succès. Et donc, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, en Inde, il y a 10 milliards qui sont investis dans l'éolien et le solaire. Tout le financement passe par les banques indiennes. Les capitaux, 1 ou 2 milliards qui passent par là, la plupart sont internationaux, mais ils acceptent les roupies, le risque en roupies indiennes. Et ils reconnaissent la vélocité du capital en quelque sorte. Mais quand je développais le premier projet en Inde en 2007-2008, il m'a fallu 2 ans pour financer un projet de 25 mégawatts. On n'avait pas le choix. On avait de la dette en dollars, mais on ne pouvait pas l'utiliser. Donc en fait, on n'avait pas d'autre possibilité que de se tourner vers le marché bancaire indien. Et en fait, sans le savoir, j'ai été le premier emprunteur de ce statut sur le marché. Ça a été très difficile, mais c'était la genèse de 10 milliards de financement sur le marché aujourd'hui. La question à laquelle je voudrais réfléchir, c'est qu'est-ce qui a fait que cet environnement difficile c'est devenu quelque chose de facile et réplicable? Il y a beaucoup de choses qui ont contribué. En fait, longtemps avant que je vienne, eh bien, le gouvernement, euh, il y avait eu une crise avec Enron, avec des contrats en dollars, et le gouvernement a décidé, c'est bon, ça suffit. 6, 7 ans avant que j'arrive, ils ont décidé de ne signer que des contrats en roupies. Les gouvernements ont été têtus pour imposer la devise locale, et ça, c'est très important. Sans ça, on ne peut rien faire. Sinon, le marché va juste transférer le risque aux consommateurs. Donc, il faut que le gouvernement soit têtu et insiste sur sa devise locale. Et le travail conjoint aussi, ça c'est très important. C'est ça que j'aime beaucoup sur l'idée de moonshot dont vous avez parlé. C'est-à-dire que tout ce qui rassemble de nombreux acteurs et leur permet d'apprendre ensemble et d'appliquer les choses à l'échelle, il doit y avoir quelque chose qui vaut la peine d'être essayé. Et Africa Green Co va payer son premier PPA. Et donc, euh, à- à- ça leur a mis 8 ans, mais c'est un vrai effort de collaboration et ils vont y arriver maintenant. La question, c'est comment est-ce qu'on peut le faire plus rapidement, plus vite, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un accélérateur ici, où essentiellement, on a 17 développeurs, des développeurs en énergie, télécom, infrastructure, et c'est des développeurs urbains de l'Afrique. Et en fait, c'est les projets doivent rencontrer un capital. On a besoin de faire en sorte que la présentation des capitaux soit plus rapide. Et la deuxième chose, le deuxième élément de la catapulte, c'est la formation. Il faut un apprentissage pair à pair. Il faut le mentorat qui va avec. Ça ne fonctionne pas parfaitement, mais ça fonctionne. Et juste cette année, on a euh,
formé de nombreuses personnes. On a commencé au Caire avec des cadres. J'ai travaillé à Accra pour le secteur public, des PPP, des directeurs d'unité et des directeurs financiers d'environ une dizaine de pays. Et à Lagos en octobre, à Lagos pour AfriExim dans le cadre du sommet de la finance du commerce. Et on avait plein d'institutions représentées. Et la troisième chose, c'est l'implication du gouvernement. On a besoin, si vous voulez mon opinion, si vous voulez la mobilisation d'épargne locale, il faut que les gouvernements soient en position soient vraiment têtus et insistants sur l'application de cela. Sinon, je ne vois pas comment le secteur privé peut le faire tout seul. I agree with what you said about, the difference between risk elimination and risk allocation. Sometimes we think we've allocated risk to the party that is best able to manage it. But on this local currency stuff, you may find that, you have your PPA denominated in dollars. They'll tell you you're going to get paid in dollars, right? And then when it comes to time to make the payment, they'll say, okay, well, but we have the Naira equivalent or the shilling equivalent, but there's no dollars in the market. and so will you accept shillings or Naira? Of course you can't if you're a bank. You want to be paid in the same currency. And you could be sitting there in which time, you're losing, everybody's looking a lot. So some Donc, of these tout le monde regarde et c'est très difficile pour implémenter et il doit y avoir des problèmes, par exemple, d'investir en dollars au Kenya. Donc, des solutions à long terme sont très importantes. Et ce que vous avez aussi dit, c'est travailler en équipe, former les gens et aussi atteindre que le gouvernement pense dans la bonne direction. Ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gouvernements implémentent. Ce que j'entends par là, c'est que les épargnes institutionnelles au niveau gouvernemental, peut-être dans les pays africains, c'est des fonds de bien-être, mais il y a aussi d'autres niveaux de financement. Par exemple, le Nigeria, il y a beaucoup de projets où on n'arrive pas à épargner parce que les gouvernements vendent des obligations d'épargne à des citoyens, mais nous n'avons pas dans le pays ces types d'actifs, ces types d'instruments. Donc, il y a plusieurs niveaux d'épargne et les gens doivent avoir la confiance que ces épargnes ne vont pas être dévalorisées parce qu'il y a aussi l'inflation. Donc, les politiques de gouvernement, la consistance, la prévision, ce sont des choses qui sont très importantes. C'est pourquoi on a aussi plusieurs taux d'échange. Et donc, maintenant, on va ouvrir la discussion. Donc, vous avez la possibilité d'apporter vos remarques, vos questions, ou si vous avez d'autres idées, surtout, n'hésitez pas à les partager. Personne n'a encore commenté sur l'idée Shine, mais j'espère que ça viendra quand les panélistes répondront à des questions. J'espère qu'ils vont aussi parler de ça. L'interprète n'entend pas la question. Alors, est-ce que ça marche? Je travaille aux banques de développement africain et Tanya,
je suis très content de pouvoir travailler avec vous bientôt. Donc, merci pour ces présentations, c'était très intéressant. Et ce que je voudrais savoir, j'ai pas entendu des références au changement climatique. Donc, par exemple, chinois dans votre portfolio, est-ce que vos risques sont libres de changement climatique? Vous avez déjà construit la résilience climatique et par rapport au moonshot, j'ai entendu quelques inconsistances. Qu'est-ce que vous entendez par ça? J'ai déjà entendu des idées comme ça à d'autres conférences climatiques. Et ma dernière question, il y avait aussi une référence diaspora et à d'autres monnaies, devises. Y a-t-il un changement où vous pouvez développer un pays avec de l'argent venant de l'argent d'un autre pays? Donc, voici quelques questions pour vous. Merci. Donc, on va regrouper les questions. Je travaille au Nigeria dans une banque. Nous avons quelques clients qui veulent élargir l'infrastructure, surtout dans l'énergie et qui ont besoin des fonds à long terme, qui ont besoin des actifs en dollars. Et les banques disent que ces dollars ne sont pas disponibles parce que, en fait, nous, à part gagner de l'argent, on veut aussi créer une bonne communauté. Est-ce que vous avez ces montants disponibles? Il y a aussi des fonds de mobilisation des citoyens et au regard des épargnes, même si c'est des petites épargnes, sur quoi c'est dépensé et le pays en tant qu'une unité, qu'est-ce qu'il fait pour, euh, pour financer ces projets? Donc, Gareth il a dit qu'on n'a pas mentionné le changement climatique et les investisseurs sont en risque à cause du changement changement climatique dans certains projets. Donc, je pense en premier lieu, nous, nous avons, nous avons des garanties et nous avons aussi des obligations vertes, mais je pense que dans notre portfolio, le risque climatique pourrait être un risque par défaut, mais pour l'instant, ce n'est pas un facteur de risque très important. Et on a quelques actifs qui prennent en considération ces risques. Et on a juste quelques actifs qui sont concernés. Donc, par exemple, l'augmentation du niveau de mer. Et en fait, ces risques sont gérés de manière consciente. Dans le nouveau projet, on essaie d'être un peu plus résilient de manière climatique et on essaie d'inclure aussi 2050. Et dans les stratégies, on se concentre sur les secteurs de clés comme l'énergie, les gaz à émissions d'effet de serre pour avoir des actifs qui sont résilients à ces risques. L'équité manque, mais on doit trouver d'autres formes de financement. Donc, je pense que nous avons du capital et
nous devons jouer un rôle dirigeant dans ce domaine. Nous devons être capables d'appliquer ces fonds dans les communautés. Et en fait, on a un budget qui est prévu pour l'énergie renouvelable. Donc, nous devons réfléchir ce que ça veut dire infrastructure, parce que la définition d'infrastructure change aussi. Il y a une multidimension de la définition. Donc, si on redéfinit l'infrastructure comme un actif étendu sur de différents projets, on peut convertir ce qui est estimé, par exemple 1,6 million dollars, on reconvertit en, en devise locale. Et en fait, on essaie de trouver l'équivalent. On essaie de créer des emplois parce que ces communautés doivent avoir accès à, des emplois. On crée aussi une inclusion numérique qui augmente la prospérité. Donc, on ne peut pas séparer les deux choses. Les deux appartiennent ensemble. Si on regarde ces principes et ces systèmes, nous devons faire le travail d'élargir le marché local et de financer, d'alimenter le marché local. Donc, nous devons, si on manque quelque chose, un élément, ça ne va pas résoudre les choses. Mais c'est aussi une possibilité, c'est-à-dire nous savons quels sont les potentiels pour les crédits communs et les actifs de risque en Afrique. C'est un instrument qui peut être au profit du continent. Par exemple, le budget national, c'est autour de 23 trillions de devises locales. Et donc, il faut trouver l'équivalent de notre budget national. Donc, on verra que les investissements sociaux arrivent sur le terrain national. Je pense que si on réfléchit sur ces domaines, on doit faire le plus grand système de manière fondamentale. On doit créer des actifs qui arrivent sur le marché. C'est comme ça que la prospérité va arriver. Et les pays dont on parle qui ont une meilleure qualité de vie, on pense que c'est des marchés, des pays plus riches, mais il y a aussi une meilleure configuration économique et on doit implémenter ça dans notre continent. Et c'est mon idée chaude. Je pense que Taria voulait aussi dire quelque chose. Et Chris et Vivek a mentionné carbone et comment utiliser et comment l'Afrique pourrait en bénéficier. Et le gouvernement aime le carbone, on peut dire. Donc, vous pouvez développer ça. Donc, je pense qu'ici, c'est que le climat est donné et le succès, c'est que la transition énergétique et les fonds de transition climatique sont liés. Et en 2021, c'était parmi les 6 meilleures idées
qui était géré par l'initiative climatique et dans un groupe de travail international où il y avait le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres pays, l'Amérique, il y avait des fonds de pension et on a dit qu'on était très intéressé par comment on peut intégrer les devises locales avec le changement climatique et de les faire apparaître sur d'autres marchés émergents et de partager des expériences sur le marché mondial. Nous avons 300 millions de dollars pour les projets de transport ou pour les infrastructures qui bénéficient du climat, par exemple l'alimentation. Et ces 300 milliards de dollars va garantir les revenus en dollars. Donc, on doit trouver aussi des solutions en devises locales. Et c'est pourquoi cette discussion est très importante pour nous, parce que nous ne pouvons pas résoudre la transition climatique sans devises locales. On doit améliorer l'architecture financière dans le continent. Il y a une grande partie du marché qui vient du capital local et le portfolio vert américain. On, on peut faire beaucoup avec des politiques ou avec des études de cas ou des études de tests. Et en fait, ce sont les projets qui donnent le changement de profil, par exemple, et ça va changer aussi les politiques, par exemple des bus électroniques. Et quand on parle de l'adaptation et de la résilience, ça va agréger beaucoup de projets. Si on regarde les calculs de mission, c'est pas l'émission, mais c'est l'adaptation et c'est la résilience qui apparaît dans ces plans. Et on a aussi cette assistance technique qui travaille sur un kit d'outils d'adaptation, c'est-à-dire qu'on va partager avec des développeurs africains, mais aussi avec des développeurs internationaux et comment on peut utiliser le capital pour l'arrosage, pour le refroidissement, parce que un des impacts extrêmes du réchauffement climatique, c'est le refroidissement des aliments. I couldn't have said it better myself, Terry. So listen, we have something called a global carbon market utility, Chris. Nous avons un marché mondial des des matières premières. Comment est-ce que ça va aider les pays en développement comme les pays africains à générer des capitaux supplémentaires pour financer les infrastructures vertes? Merci. Merci de parler du nouveau marché carbone qui est embryonnaire, mais qui est un exercice de création des infrastructures pour avoir le marché du carbone volontaire pour tous ceux qui connaissent les autres marchés, parce que en fait, soit on a tous les mécanismes et toutes les infrastructures d'un marché conventionnel, sinon ça va pas ça va pas accélérer. Mais pour une réussite, c'est l'opportunité est présente pour le continent de débloquer tout ce potentiel parce qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent générer du crédit parce que soit ils permettent de réduire ou de supprimer ou d'enlever des émissions. Et si nous réussissons, nous pourrons aussi faire ce qu'on considère comme un nouveau secteur d'exportation
l'un dans lequel la part du lion des bénéfices revienne aux pays exportateurs, ce qui n'est pas le cas pour les transactions qu'on voit actuellement. Donc voilà ce qu'on voudrait faire, voilà ce qu'on essaye de faire. On travaille avec May, avec beaucoup d'autres. Et il y a beaucoup de parties prenantes qui travaillent sur ce projet depuis longtemps, mais nous considérons qu'il manque, il manque encore des pièces et c'est là que c'est ce que le GSMU va faire. Essayer de résoudre cela. Donc, quelques questions aussi, questions posées sur la diaspora, qui est une question très importante en Amérique latine. Diaspora bonds, les obligations de la diaspora, c'est pas un très bon moyen de financement. Ça a été testé, mais pour l'Amérique latine et le Mexique, ce qu'on a testé, c'est des instruments développés autour des paiements renvoyés par la diaspora qui permettent de débloquer pas mal de capitaux et dans la mesure où les pays qui reçoivent beaucoup de financement de leur diaspora peuvent explorer ces solutions. Et ensuite, sur l'intégration du changement climatique dans les décisions d'investissement, il se trouve que l'évaluation des projets et des projets financiers est sophistiquée et la boîte à outils est développée déjà depuis des dizaines d'années. Le résultat est mauvais pour prendre le risque, en prenant en compte le risque climatique. Surtout sur le risque qui va avoir un effet dans 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que vous avez des actifs qui pourraient durer 50 ou 100 ans même au maximum, et ces risques-là sont mal pris en compte. Mais moi, je ne comprends pas bien comment c'est fait. Je voudrais renforcer la méthodologie pour évaluer ça et essayer de comprendre les petits investissements qui peuvent être faits au début pour qu'un projet, que ce soit des transports ou hébergement, logement ou quoi que ce soit d'autre, un projet d'infrastructure, que ce projet soit beaucoup plus résilient aux périls climatiques qui vont arriver, c'est une certitude. Donc, il y a beaucoup encore à faire en la matière. Merci. Je pense que j'ai investi dans cela pour le gouvernement indien. Donc, en fait, c'est la Banque nationale d'Inde, pas le gouvernement, mais et ça a été des sujets réussis. Oui, mais le montant de capitaux dans le cas de l'Inde, c'est beaucoup. C'est combien? 20 ou 30 milliards. Oui, oui, c'est des sommes importantes. Mais sur les banques, j'ai travaillé au début, il y a la banque ING, il y a longtemps, on avait des projets de financement long terme, on travaillait sur le premier prêt en Inde de ce type. Et le problème des banques dans le secteur, c'est la durée. C'est la maturité très longue des prêts. Et ça pose problème. Deuxième chose, c'est la profondeur des capitaux sur le marché. Donc, s'il faut se financer uniquement sur le marché local, euh, s- les banques, les limites sont dépassées. Et donc, il y a la question de l'architecture aussi dans l'organisation pour évaluer, contrôler, évaluer à long terme comment les créditeurs, les créditeurs se débrouillent sur un marché. Donc voilà. Il y a aussi la question de la vélocité des capitaux. Euh, les prêts longs, ça fait peur, mais il y a une allocation des capitaux qui nécessite cela. On parle de plusieurs années, mais les banques découvrent et ont découvert des marchés où la tendance a toujours été de rester sur un prêt performant et de le garder jusqu'à maturité. Ce n'est pas la bonne approche. Les banques ont découvert que 3 à 4 ans avec un prêt, s'il est en bon état, s'il fonctionne bien, il faut l'agréger, le refinancer, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faut encourager. Vous pouvez avoir un prêt sur 15 ans, sur 20 ans,
mais il est refinancé tous les 3-4 ans. Et ça en fait un prêt à 3-4 ans. Et cette pratique, cette dynamique positive sur le marché, encourage la liquidité et l'accélération du projet, sa mise à gel. Mais il faut la capacité de faire en sorte que ces prêts démarrent rapidement. S'il vous faut 3 ans pour avoir un prêt, ça ne va pas marcher. Il faut que ça aille beaucoup plus vite, 3, 4, 5 mois max. C'est ça la compétence. C'est de la formation, c'est une question de formation. Il faut avoir les architectures avec pour l'évaluation de crédit dans les banques, pour l'évaluation et ainsi de suite. Et vous avez vu, les banques font tout ce travail partout, mais ça marche. Merci beaucoup. Nous allons devoir conclure. Est-ce que vous avez une question rapide avant que nous ne passions à la conclusion? Je crois il nous reste 5 minutes, donc allez-y. Shubronil Majumdar de l'accélérateur. Je voulais vous parler des apprentissages du financement des projets d'énergie verte. Moi, je m'occupe de l'eau, je suis dans le domaine de l'eau, mais on voit que l'investissement dans les actifs de l'eau n'a pas accéléré comme dans d'autres secteurs par des problèmes bancaires, justement. Euh, le manque de garantie par les gouvernements. Et on a aussi un projet donc dans un portefeuille important dans l'eau. Donc en fait, est-ce qu'il y a une long temps d'attente pour les investissements dans l'eau ou est-ce qu'on peut apprendre d'autres investissements verts sur ce qui peut être fait pour un investissement plus rapide dans l'eau? Merci. Là encore, on pourrait recueillir vos commentaires là-dessus, mais selon mon expérience, quand j'observe le marché, on a une définition en général définition prédisposée de ce que constitue donc on voit au Nigeria, on se dit que l'accès à l'énergie doit être une grille centralisée. On se rend compte que c'est décentralisé, ça peut être distribué de manière décentralisée, mais ça, c'est de la question d'infrastructure. Et c'était pas comme ça qu'était l'infrastructure il y a quelques années. C'est pareil pour l'eau. C'est aussi centralisé, c'est ça, la distribution les systèmes de distribution de l'eau sont centralisés, mais il semble y avoir une réflexion pareille qui nous consiste à se demander comment est-ce que on définit l'infrastructure de l'eau, comment on utilise l'eau, et est-ce qu'il faut que ce soit centralisé. Dans la plupart des marchés, vous allez trouver que c'est très décentralisé dans beaucoup de marchés. Il y a beaucoup d'infrastructures centralisées de l'eau qui ne marchent pas parce que c'est trop cher en maintenance et les défis sont trop grands. Donc, on se rend compte qu'il y a il y a des camions qui transportent de l'eau. On a des solutions de distribution locale. Et en fait, il faut décentraliser le système et c'est ce qui est fait aussi pour l'énergie. On voit comment les gens utilisent l'infrastructure et dans toutes les populations, que ce soit ils font leur propre service de l'eau et ils ne dépendent pas entièrement du système centralisé. Donc, il faut réfléchir plus de la manière dont on doit reconfigurer les choses en tant que classe d'actifs ou infrastructure. Et peut-être ça pourrait permettre de répondre à certaines des questions qui nous occupent. Et le PPP, on les a vus, les partenariats publics-privés permettent d'avoir des financements qui viennent de l'État et la capacité de le faire. C'est aussi un certain défi. Donc, c'est une combinaison entre voir le business model pour l'eau en tant que classe d'actifs, le type, la manière dont on réfléchit à la viabilité du financement et on voit les autres formes, si c'est aligné sur les objectifs de climat et la manière de résoudre le problème pour le financement, la viabilité du financement. Mais il faut voir le modèle distribué de l'eau
et dans quelle mesure c'est réplicable et quels marchés sont servis. Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a pas eu beaucoup de PPP pour l'eau qui marche très bien jusqu'à maintenant. Donc, il faut... on a, on a eu 30 millions de dollars pour l'eau, mais tout est allé dans les études et il n'y a rien qui a donné des projets concrets. Donc, en fait, on fait un peu de comparaison sur le marché. On a pu réfléchir à la manière de financer au mieux cette classe d'actifs. Très bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant mettre fin à cette conversation. Les gens vont devoir se rendre à d'autres sessions. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Ça a été une conversation donc très intéressante. Une dernière chose sur l'idée de viser la Lune. Donc, ce que vous nous avez dit, c'est une situation qu'on a où en fait où il y a beaucoup de minéraux en Afrique et on ne veut pas faire les erreurs qu'on a fait avec les carburants fossiles. Si on crée des institutions qui nous permettent de bénéficier de la manière dont on vend et on distribue ces minéraux, alors cette idée de viser la Lune va dans ce sens. Donc vous voyez qu'ensuite il va y avoir d'autres minéraux ou le lithium qui vont remplacer les choses. Bon, en tout cas, merci pour votre attention. On a eu une conversation très intéressante. Merci beaucoup.